Cet épisode est sponsorisé par l'Agence de la biomédecine afin de sensibiliser au don d'ovocytes. Je ne veux pas peut-être faire d'enfant parce que voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard, s'il y en a un. Le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot. Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là maintenant est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie. Je peux en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est 2 enfants. Je suis Tipora, host du podcast Tant que je serai noire, serai-je mère. Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant. Tant que je serai noire prône la justice reproductive et a pour mission de permettre à chaque personne de choisir si elle veut ou non devenir parent. Mais aussi sensibiliser pour que celles qui ne peuvent pas en avoir pour des raisons d'infertilité puissent recevoir un don d'ovocytes. Les dons d'ovocytes progressent, mais ils restent encore insuffisants pour répondre à la demande des nombreuses personnes concernées. Près de 900 femmes ont donné leurs ovocytes en 2021, mais aujourd'hui, on a encore des milliers de personnes qui sont en attente d'une AMP avec don. Leur temps d'attente peut être de plusieurs mois, voire plusieurs années, et ces délais sont encore plus longs pour les femmes noires et femmes racisées. Tout comme Néné, invitée de cet épisode, vous pouvez faire évoluer cette situation en donnant vos ovocytes. Néné est une trentenaire qui travaille dans le domaine du luxe. Elle s'est toujours intéressée aux différentes manières de faire famille et elle est consciente de l'infertilité qui est présente au sein des populations afrodescendantes. Issue d'une famille de professionnels de la santé, il y a 5 ans, elle fait un vœu, permettre à une personne de devenir maman. De nature curieuse, elle se lance alors dans quelques recherches et en quelques clics, elle prend rendez-vous dans un centre de dons proche de chez elle. Aujourd'hui, maman adoptive d'une petite fille, elle revient sur son parcours de don d'ovocytes et surtout, elle nous explique comment s'est passé le processus et pourquoi elle a décidé de faire ce don alors qu'elle n'avait pas d'enfant à l'époque. Je ne sais pas pourquoi le don d'ovocytes particulièrement, mais à l'aube de mes 28 ans, un petit peu avant mon anniversaire, je me suis penchée sur le sujet. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux donner tout de suite qui n'ait pas un impact sur ma santé? Et je me suis dit, mais en fait, le don d'ovocytes, le sujet de la mère et de l'enfant, c'est un sujet qui me touche énormément depuis très, très longtemps. La fertilité, tout ça, et l'infertilité aussi, ce sont des sujets qui me sont très proches au cœur. Donc, du coup, je suis assez familière avec ces sujets et je m'étais dit, je vais me renseigner. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de faire un don d'ovocytes. Réfléchir à faire un don est une chose, mais passer à l'acte en est une autre. Quand j'ai décidé de faire mon don il y a quelques années, moi, je me souviens que je voulais absolument enchaîner les rendez-vous rapidement pour passer à l'action tout de suite. J'avais peur de repousser les choses et de ne jamais le faire. Du coup, j'aime toujours demander aux donneuses comment elles ont fait pour sauter le pas. Et concernant Néné, j'avais envie de savoir comment s'était passé son premier rendez-vous médical. Alors, je pense que j'ai réfléchi pendant 1 mois et je me suis dit: «OK, on y va» et ça tombait bien parce que j'étais dans une période où professionnellement, j'avais pas beaucoup de choses à faire, donc c'était facile pour moi. Je suis allée sur le site du Sécos. J'ai cherché l'hôpital le plus près de chez moi. J'en ai appelé de mémoire 2 ou 3, dont un qui me disait: «Il faut vraiment choisir un qui est assez proche de chez vous. C'est pas en fonction de votre région, mais c'est vraiment en fonction du temps de trajet parce que finalement, vous allez venir 2-3 fois, par semaine». Il y a un suivi qui est quand même très régulier donc voilà, il faut quand même qu'on puisse, intervenir rapidement s'il y a quelque chose. Donc j'en ai trouvé un très près de chez moi et j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous. Je pense que j'ai eu rendez-vous dans les 2 semaines. J'ai rencontré d'abord une gynécologue qui, au premier abord, m'a paru très froide. C'était une dame d'un certain âge. Je me disais: «Ben, ça donne pas trop envie» et ensuite, en y réfléchissant, je me suis dit: «C'est un peu comme les personnes qui travaillent en oncologie et cetera». Les médecins peuvent paraître froids, mais ils voient tellement de souffrance tous les jours qu'ils ont un minimum de barrières à se mettre, peut-être pour ne pas être touchés à chaque fois et donc du coup, j'ai fait cet échange avec elle. Elle me pose des questions vraiment basiques qu'on pose, lors d'un examen médical et elle m'explique un peu le processus.
Et donc là, elle me dit: «Bon, bah, voilà, si vous êtes vraiment d'accord que vous voulez vraiment le faire, on va se revoir. Je vais vous faire un examen gynécologique complet. Ensuite, on va planifier un rendez-vous avec un psychologue, un rendez-vous avec la cytogénéticienne». Attendez, une cyto quoi? Un ou une cytogénéticienne est spécialisée dans les études des chromosomes. Ça vous rappelle vos cours de biologie, n'est-ce pas? Du coup, si on en revient aux ovocytes, le ou la cytogénéticienne a pour rôle de s'assurer qu'il n'existe aucune anomalie génétique chez la donneuse. Et donc là, elle m'a dit aussi qu'on allait tout planifier sur le même jour pour éviter de me faire des allers-retours. Et elle m'explique aussi que ce sera des piqûres, voilà. M'a vraiment expliqué le processus en détail, mais vraiment bien expliqué. Ce qui fait que même si elle m'a paru un petit peu froide, j'étais assez rassurée parce que je savais à quoi m'attendre. Donc elle me dit: «Bah, du coup, pendant les 2 semaines, vous prenez le temps de réfléchir et en même temps, essayez de récolter le maximum d'informations sur l'historique médical de votre famille». Et au bout des 2 semaines, j'ai dit que oui, je veux vraiment le faire et là, on a planifié les premiers rendez-vous. C'était très marrant parce que la cytogénéticienne, c'était un peu comme dans les films, elle avait des papiers partout, il y avait des dossiers partout, elle avait un petit accent italien chantant, c'était vraiment, un autre monde. Quand je suis rentrée, j'étais là: «OK, trop bien». Et franchement, ça s'est bien passé. Elle m'a posé plein de questions. Alors moi, dans ma famille, je viens d'un milieu très, très fort médical, donc du coup, c'est des choses dont on parle beaucoup. Donc je savais exactement toutes les questions qu'on me posait, toutes les maladies héréditaires. J'ai quand même redemandé à mes parents pour être sûre de ne pas dire de bêtises, parce que, alors de mémoire, ils m'ont posé la question pour mes grands-parents, pour mes parents, pour mes oncles et tantes, mes directs, et mes frères et sœurs directs. J'ai rencontré le psychologue aussi, ça s'est très bien passé. Des questions vraiment pour savoir quel était mon état d'esprit. Il m'a demandé si j'avais l'intention d'en parler à mes enfants, si un jour j'avais des enfants, qu'il y avait des livres pour ça. Il m'a même conseillé des lectures. Après, je pense que comme c'est quelque chose que j'avais assez réfléchi, il l'a senti aussi. Il me dit: «Bah, j'ai envie de vous poser des questions, mais ça m'a l'air très clair, donc j'ai pas l'impression que vous avez besoin de plus un accompagnement. Mais sachez qu'après le don, si jamais il y a quelque chose, vous pouvez toujours me contacter, même quelques mois après». Voilà. Et la gynéco, pareil, un examen complet, en sachant que moi, je fais très attention à mon suivi gynécologique. Donc du coup, c'était pas une découverte. La seule chose sur laquelle elle a énormément insisté, elle m'a dit: «Vous allez prendre beaucoup d'hormones, soit vous faites rien, soit vous utilisez, 10 préservatifs parce que vous allez être extrêmement fertile». Mais elle insistait énormément en pensant que je sais pas, hein, s'il y a des gens qui se sentent pousser des ailes à ce moment-là, mais moi j'étais là, j'ai dit: «J'ai pas l'intention de prendre de risques, je vais pas avoir des sextuplés, non, ça ne m'intéresse pas». Donc voilà. 6 mois après le bilan de santé terminé et validé, pas de sextuplé pour Néné, je vous rassure. Plutôt une Néné sereine qui est prête à commencer la phase de stimulation des ovaires, c'est-à-dire des injections pendant une dizaine de jours. Néné revient sur cette étape pour laquelle elle a dû faire appel à un peu de logistique. Ça s'est bien passé, la gynéco m'a bien expliqué. Elle m'a dit: «Si vous voulez, on peut planifier avec une infirmière et cetera». Je lui ai dit: «Non, non, non, je vais le faire toute seule». Elle me dit: «Vous êtes sûre?» Je lui ai dit: «Oui, oui». Elle dit: «Mais parce qu'il y a des gens qui disent oui, puis après elle dit: «Surtout si après la première vous vous sentez pas de le faire toute seule, vous me dites, vous planifiez avec une infirmière». Je lui ai dit: «Non, non, ne vous en faites pas, je vais le faire». Et en fait, ce qui a été difficile sans être difficile, c'était de caler l'heure à laquelle j'allais faire les injections. Parce qu'il faut voir par rapport au travail, il faut voir par rapport à la vie sociale que j'avais envie de continuer. Elle me dit: «C'est un processus qui peut prendre 10-15 jours». Et donc du coup, ben, j'allais à la pharmacie, j'allais chercher mes petites injections et cetera. La pharmacienne que je connais depuis très longtemps n'a rien dit de particulier et j'ai fait mes injections toute seule, tous les soirs parce que en fait, j'avais trouvé une heure qui fonctionnait bien, où je me disais: «De toute façon, tous les jours à cette heure-là, je suis à la maison». Donc c'est le meilleur moment pour moi de le faire et si je dois planifier quelque chose, de mémoire, je crois que j'avais choisi 19h parce que je me dis: «J'ai le temps de quitter le travail et d'arriver à la maison et même si je dois dîner avec des amis après ou sortir, je peux sortir et donner rendez-vous aux gens à 20h30». C'était très stratégique comme heure. J'avais pas particulièrement mal, mais en fait, à force de faire les piqûres, on a un peu la zone, traumatisée, donc on a peut-être plus mal que naturellement. Pour moi, ça allait.
parce que franchement, ça dure pas longtemps. C'est vraiment une histoire de 30 secondes, même 30 secondes, je trouve que c'est beaucoup. C'est assez facile à faire. Il suffit de se mettre dans une bonne zone, de bien désinfecter, de faire la piqûre. Ça, c'était facile. La seule chose, c'est que je pense que pour ma dernière injection, parce qu'en fait, il y a 2 types d'injections. Il y a une injection pour stimuler au maximum les ovaires et l'autre injection qui est justement pour stopper la stimulation en vue de la ponction. Et je pense que ma dernière injection, la pharmacienne s'était trompée et au lieu de me mettre, une injection en sous-cutanée, elle m'a donné une intramusculaire. Et panique à bord, je me suis dit: «C'est pas grave, ce n'est qu'une piqûre, je peux y arriver», sauf que l'aiguille était très, très grosse et je n'arrivais pas à me piquer. Et donc j'ai essayé dans tous les sens, ça marchait pas. Je me suis dit: «Je vais pas me blesser», et mon père qui est médecin, m'a fait l'injection. J'ai eu tellement mal. J'ai dit: «Mais papa, tu soignes des gens et tu me fais mal». Il dit: «Oui, mais moi, mon travail, c'est pas de faire des piqûres». J'ai dit: «Oui, mais quand même». Et donc, du coup, ça m'a sauvée parce que j'avais la petite crainte que j'avais, et c'était de me dire si je dépasse de un quart d'heure, de foutre en l'air tout le processus. On m'avait parlé des effets secondaires, j'ai pas l'impression d'en avoir eu, ou alors je suis très lunatique et je me rends pas compte. J'avais juste un peu le ventre tendu, un petit peu de ballonnement, mais c'est tout. Enfin, j'avais pas d'effet où j'étais en train de pleurer en regardant un film ou même juste dans la rue, en voyant un enfant ou un oiseau. J'ai pas eu de colère excessive. Sauvée par son père, Néné est enfin prête pour le jour de la ponction. En d'autres termes, c'est le moment où on lui a prélevé les ovocytes. Alors, de mémoire, je pense que ça s'est passé un vendredi. Donc, j'avais posé ma journée du vendredi. J'ai une amie d'enfance avec qui j'en avais parlé qui a insisté pour m'accompagner parce que le médecin m'avait dit: «Bah, vous pouvez venir et après vous pouvez repartir tranquillement». Et je lui avais dit: «Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne?» Elle me dit: «Ça dépend vraiment de vous» et cetera. Donc j'étais prête à y aller seule et à rentrer seule, et mon amie m'a dit: «Bah, non, en fait, je vais t'accompagner», même si, j'avais choisi sous anesthésie locale. Elle m'a dit: «Bah, même si c'est sous anesthésie locale, on sait jamais, je préfère t'accompagner». Et j'y suis allée, le matin. On m'a mis alors fallait que je sois à jeun la veille. Je suis arrivée tôt le matin, je pense que je suis arrivée vers 8h, et j'ai dû aller au bloc, vers 10h. La gynéco m'avait dit, un peu comment ça allait se passer. Elle m'avait montré, l'instrument. Alors dit comme ça fait très peur, hein, mais en fait, c'est vraiment un appareil d'échographie, vaginale avec une aiguille au bout. Donc elle me l'avait montré, elle m'avait dit: «Bon, bah, voilà, c'est ça qu'on va utiliser», alors je ne sais pas si elle le fait à tout le monde ou si c'est parce que j'avais posé la question, mais moi, je préférais voir ce qui allait se passer. Et voilà, on m'a descendue au bloc. J'ai attendu peut-être, 10-15 minutes dans le couloir, le temps qu'ils finissent. Je suis entrée, il y avait un petit peu de musique. De mémoire, c'était une équipe 100% féminine, et on m'a dit: «Bon, ça va, vous allez bien?» On m'a donné le gaz, pour essayer de soulager. Ça a pas marché. Donc du coup, quand elle m'a fait mon anesthésie, elle m'a dit: «Prenez le gaz». J'ai dit: «Ça sert à rien ce truc», voilà. Donc elle m'a fait l'anesthésie, c'était pas très agréable, et après ça allait, quoi. Elle a fait la ponction, et je voyais l'écran, en fait, les trucs qui partaient dans l'écran. J'ai dit: «Ah bon, c'est comme ça? Ah bon, c'est très étrange». Et tu comptes un peu en te disant: «Bon, bah, voilà» et tout. Après elle dit: «Ah ça va, hein, il y en a plein». J'ai dit: «Hein?» «Il y en a plein». J'étais: «Ah bon, bah, très bien, très bien». Et elle avait l'air plutôt contente, elle a plutôt satisfaite. Contrairement à Néné, moi j'ai demandé une anesthésie générale pour le jour de la ponction. Et je me souviens avoir eu la tête un peu dans les nuages au réveil, avec qu'une seule envie, dormir. Pour Néné, la partie sommeil était là, mais elle a eu un autre effet auquel je ne m'attendais pas. Je sors du bloc, j'avais très faim. J'avais très, très faim, je me sens, pas plus légère, enfin je me dis que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, mais je pense que c'est l'après-midi, je me suis sentie très fatiguée, et j'étais bien contente que mon amie soit venue avec moi parce que j'aurais pas pu conduire. Pour rentrer, c'était impossible parce que j'avais une petite douleur, et la gynéco tout de suite m'a dit: «Vous allez peut-être sortir des petites douleurs». En fait, c'était pas handicapant comme douleur, mais c'est comme conduire quand on a envie de faire pipi. C'est pas agréable, on est là, on fait un peu n'importe quoi, on est un peu tendu. J'étais cassée, mon père est rentré, il m'a dit: «Ça va, ça a été». Je pense que pendant que j'étais au bloc, il a appelé 10 fois, alors que c'est une intervention qui dure, 30 minutes, même pas.
Donc c'était tout un truc, mais quand il est rentré, il a vu que ça a été. J'ai eu quelques saignements pendant 2-3 jours, mais c'était même pas des règles, c'était très, très léger et la gynécologue m'en avait parlé, donc j'étais pas spécialement inquiète et quand elle m'a appelée en post-op, je pense qu'elle m'a appelée 48 heures après, pour me donner le nombre et pour me dire: «Bon, bah, voilà, on a tiré autant, sur les autant, il y en a autant qui sont mûrs et qui sont prêts à être utilisés», pour confirmer avec moi, si je voulais tout donner ou si je voulais en garder une partie pour moi, pour me redire merci et me dire: «Vous avez fait un bel acte», voilà, et après on s'est plus jamais revus avec cette dame. C'était terminé, notre histoire s'arrêtait là. Néné nous a parlé de l'autoconservation des gamètes. Il faut savoir que garder des ovocytes pour soi, lors d'un don, n'est plus possible pour les donneuses d'ovocytes depuis la nouvelle loi de bioéthique de 2021. Par contre, cette loi autorise les femmes jusqu'à leurs 37 ans à conserver leurs gamètes pour elles-mêmes, sans condition médicale et sans condition de don de gamètes au préalable. Donc, lors de l'appel post-op, la gynécologue a remercié Néné. Le don d'ovocytes étant un acte gratuit en France, il y a quelque chose que vous remarquerez si vous faites un don. C'est le nombre de remerciements que vous allez entendre du début à la fin du processus. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'une fois que c'était terminé, le nombre de personnes qui m'ont dit merci. Pendant tout le processus, même quand j'allais au rendez-vous de contrôle, et cetera, le nombre de personnes qui me disaient: «Vous êtes courageuse, merci beaucoup. Vous êtes jeune, à votre âge, on ne pense pas à ça, merci beaucoup». J'étais là, je dis: «Bon, ben». Ça m'a fait très, très étrange, qu'on me remercie à ce point. Néné a fait son don il y a bientôt 5 ans, mais ce don fait aujourd'hui partie de son histoire et je voulais savoir si elle y pensait de temps en temps. J'y pense, mais de manière complètement aléatoire. Je vais voir un truc à la télé, je vais me dire: «Je me demande si sur le temps d'ovocytes que j'ai donné, il y en a un qui a donné quelque chose». Mais ça peut arriver tous les 2 ans. C'est pas un truc qui m'obsède ou voilà, pas du tout. Je me suis en tout et pour tout, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main les fois où je me suis posé la question. Après c'est comme si tu donnes un vêtement à quelqu'un, tu vas pas sans cesse y penser en disant, «Ah, cette veste là avec mon jean, ça ferait bien, mais bon, comme je l'ai donné». Voilà, j'espère sincèrement que quelqu'un est heureux, qu'un couple est heureux grâce à moi parce qu'ils ont réussi à avoir un enfant grâce à ce don. Mais c'est pas mon enfant, ce n'est pas, j'y suis pas attachée comme quelque chose qui m'appartient. Ça leur appartient. Moi, je suis juste la petite touche, qui leur permet d'accomplir, leur rêve. Néné est très proche de sa famille. Faire un don est certes un acte personnel qui repose uniquement sur son propre choix, mais je sais que comme il est question du patrimoine génétique, certaines personnes préfèrent en parler à leurs proches. J'en ai parlé. Pourquoi? Parce que je suis peut-être un peu superstitieuse. Les choses importantes de ma vie, j'ai besoin que mes parents soient au courant, j'ai besoin d'avoir la bénédiction de mes parents. Ils ne vont pas me dire non, ils me disent pas non, mais j'ai besoin qu'ils sachent que j'ai envie de faire quelque chose et j'en ai parlé à 2 de mes amies les plus proches, dont une qui m'a accompagnée le jour du don. Ce que tout le monde a dit, c'est: «Mais pourquoi tu veux pas avoir des enfants d'abord, avant de donner?» Je dis: «Ben, ça n'a rien à voir». Et ma mère m'avait demandé d'en garder pour moi. Elle m'a dit: «On sait jamais si l'opération se passe mal, qu'après il t'arrive quoi que ce soit. Ce serait dommage que tu te prives pour quelqu'un d'autre». Et ça, c'est une inquiétude de maman. Il est très important de rappeler que faire un don d'ovocytes ne diminue pas les chances de grossesse ultérieures pour la donneuse. Le don n'entame pas la réserve ovarienne des femmes et n'avance pas non plus l'âge de la ménopause. Maintenant, vous devez vous demander combien de dons une personne peut faire et surtout combien d'enfants peuvent être issus d'un don. Alors, selon la loi, une personne peut faire 2 dons maximum et le nombre d'enfants issus d'une même donneuse est de 10. Pourquoi une telle limite? C'est pour diminuer le risque de consanguinité. J'ai donc voulu savoir si Néné envisageait de faire un deuxième don. J'avais posé la question à la gynéco, combien de fois on pouvait donner. Elle m'avait dit: 2, c'est très bien. Après, on va pas se mentir, j'avance en âge et la qualité aussi des ovocytes, décroît avec le temps donc voilà. Mais je me voyais bien, en fait, dans le projet que j'avais dans ma tête, c'était, je le fais maintenant, j'ai des enfants, je le fais avant de faire mes boutiques, quoi. Tout au long de l'épisode, vous avez entendu les motivations et le parcours de don de Néné. Si vous êtes intéressé pour faire un don, Néné vous donne un dernier conseil avant de vous lancer.
Ce serait vraiment de prendre le temps de se renseigner sur le sujet. Si le cœur vous indique, si vous doutez ou quoi que ce soit, de se rapprocher des professionnels de santé pour avoir toutes les informations possibles et nécessaires. Et si le cœur vous dit de le faire, faites-le parce que vous pouvez aider une personne à avoir de jolis petits enfants avec qui vont passer des très bons moments. Merci à l'Agence de la biomédecine, merci à Néné pour ce témoignage nécessaire. Pour aller plus loin, vous pouvez faire un tour sur le site dondeovocytes.fr et vous abonner à la page Instagram Je donne mes ovocytes. Pour suivre les actualités du podcast, abonnez-vous à la newsletter Tant que je serai noire sur Substack ou suivez-nous sur Instagram. À bientôt!